Ouais. Une fois, je l'ai fait et ça m'a déprimé en fait. Donc, je ne recommence pas trop. Mais c'était pour des trucs antérieurs, encore, des trucs d'école. Je me disais, putain, j'étais au bord du suicide, quoi. C'était glauque. Ouais, alors au bord de suicide, peut-être qu'il l'a vécu comme ça, Mathieu, mais quand il est venu me voir, il avait un dossier. Et dans ce dossier, il y avait des dessins, essentiellement, je pense, des illustrations. Et j'ai vraiment été bluffé par la qualité, l'aisance, les dessins de personnages, parce que bon, ce qui tient en général le dessinateur réaliste, c'est les personnages. Et cette sorte de promesse qu'il a su évidemment tenir. Il y avait vraiment quelque chose d'évident. Et son envie de jouer un peu l'arpète, quoi, d'être l'apprenti dans un atelier, ça j'ai trouvé ça très bluffant aussi, grande humilité, un désir d'apprendre, donc tous les feux étaient ouverts pour essayer de passer ce que moi j'avais compris. Il y a eu aussi une autre qualité, c'est que quand on a la prétention d'avoir un discours formateur auprès d'un dessinateur ou d'une dessinatrice qui sont demandeurs, on met à l'épreuve ses propres convictions. Donc il ne s'agit pas de déconner, on peut être repris à tout moment, on n'est pas dans la séduction, on est vraiment dans le fond et on met à l'épreuve aussi les petites lois, les soucis ou alors les éclairs de lumière qu'on a cru capter, les priorités. J'ai toujours comparé la bande dessinée réaliste à une sorte de millefeuille. Donc il faut faire de la pâtisserie, comme vous savez, dans la pâtisserie, il y a des temps de cuisson, on ne fait pas n'importe quoi pour que tout ça, ça soit bon. Donc il faut s'y prendre dans un certain ordre. Et on le met à l'épreuve quand on l'explique à quelqu'un, à un tiers. Alors, Mathieu, si je me trompe. Et ça comme un métier, et moi qui venais d'une petite famille où il n'y a pas de dessinateur, ça faisait bizarre. Je me suis dit, ouais, c'est possible, ça existe, il y a quelque chose derrière. C'est pas juste la promesse d'un dessin qui nous fait plaisir, c'est que derrière, il y a un vrai prolongement. Et puis, j'étais pas au bout de mes surprises parce que les prolongements, ils sont sans fin. Parce que à chaque fois, on repousse sans arrêt le but à atteindre. Quand on arrive à la proximité de ce qu'on voulait atteindre, il y a toujours celui d'après, puis celui d'après, comme si on gravissait toujours un col, puis un autre, puis un autre, quoi. Et puis, nos ambitions, nos envies, nos découvertes, elles vont avec tout ça. Et c'est vrai que le truc, c'était, voilà, déjà, c'était le dessin derrière. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'ouvrait à moi et d'immense, quoi. Et vous travaillez en musique alors, tous les deux? La playlist de reggae, c'est ça? Aussi. Le plus difficile dans un atelier où il y a plusieurs dessinateurs, c'est le choix de la musique. C'est vrai. Et ben juste, c'est vrai qu'on parlait de Tiresias et de la Guardiara avec Serge Le Temps. C'est vrai qu'il y a un autre pôle dans ta bibliographie, c'est ta fascination pour la mythologie grecque, qu'on retrouve aussi dans le cœur de Oui, la mythologie grecque, les emprunts de la psychologie à la mythologie, enfin des mythes qui nous façonnent encore, des histoires qu'on pourrait comparer à l'heroic fantasy, des mythes fondateurs. C'est Serge qui m'a proposé en fait la revisitation, l'histoire de Héraclès avant les 12 travaux. Et j'étais déjà très intéressé depuis tout petit par à la fois l'art grec classique, sous Périclès, la statuaire, la peinture sur vase, et j'avais ingurgité toutes ces histoires incroyables qui mêlent les mortels et les dieux, quoi. Et l'approche de Serge m'a vraiment beaucoup intéressé, puis ça m'a obligé aussi à trouver des styles, enfin à adapter ce que je ne cesse de faire d'ailleurs, un registre graphique à une histoire qu'on me propose. Ouais. C'est continue de me poursuivre, puisque bon, le cœur des Amazones, c'est pas si vieux, et avec cette fois une jeune femme, une ancienne prof de français, on a repris ce mythe apparemment très connu de ces femmes guerrières qui sont en guerre contre les hommes. On en parlera peut-être un petit peu un peu plus tard. Mais alors donc toi, Mathieu, en fait, c'est le Marquis d'Anaon sur Scénario de famille Alveman qui était un peu quand même ta première grosse BD. Si ouais, c'est ça. Juste, c'est inspiré d'un conte populaire, c'est ça, du 17e, c'est un... Non, pas tout à fait. Non, alors pas tout à fait. En fait, que j'avais besoin de sortir d'une façon ou d'une autre, ça s'est développé aussi à ce moment-là. Puis autour de moi, il y avait
des jeunes gars qui écrivaient de façon vachement libre. Il y avait notamment Johann Sfar, Christophe Blain, et je les ai vus bosser, et ça m'a aussi ouvert les yeux sur une façon peut-être plus détendue d'appréhender le truc, de se lâcher comme ça, et puis d'y aller. Et Esteban est né un peu plus tard, mais sur cette base-là aussi. Voilà. Alors, si je ne me trompe pas, en 2014, le dernier album d'Esteban est sorti, et il finit le premier cycle. Voilà. Il y en aura un deuxième, en fait? Ah oui, il y a un deuxième cycle de prévu, mais je sais pas peu quand, pris. je suis pas sur autre chose, donc on verra. Mais l'histoire du cycle 2 est toujours en moi, elle continue à vivre, à maturer. Je pense qu'elle n'était pas prête au moment où j'aurais dû m'y mettre. J'ai l'impression que plus les années passent, plus les histoires qui sont en moi prennent de l'importance, ont besoin de sortir et s'étoffent. Donc pour l'instant, tout ça c'est au grenier, ça prend sa petite ampleur, et plus ça va, plus j'en ai en fait. Là je crois que j'ai 5-6 bouquins de scénarios que j'ai envie d'écrire absolument. Mais bon, j'ai une série de 4 albums avec Fabien Nury à faire d'abord. Ouais, on en parlera. Voilà. Et qu'est-ce que ça change en fait d'être ton propre scénariste? Ça t'oblige à être un peu schizophrène? Ça change énormément de choses en fait sur mon rapport. Ça a changé beaucoup sur mon rapport au dessin et à l'histoire. Quand j'écris, je pense pas à la BD avant pratiquement le moment où je dois l'exécuter. C'est-à-dire que d'abord, c'est de la rêverie, c'est des notes, c'est des bouts de dialogue, c'est des personnages avec qui je fais connaissance en imaginaire, quoi. C'est-à-dire que c'est une fuite permanente du quotidien. C'est-à-dire qu'entre la BD que je vais dessiner, la BD que j'ai en tête et que je suis en train d'écrire, les films que je regarde le soir et les bouquins que je lis, je crois que je suis jamais en connexion avec mon quotidien. C'est un peu problématique. J'ai l'impression que j'ai toujours la tête. Bonjour la névrose. Voilà. Bonjour la névrose. Mais il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai commencé à écrire donc L'âge de raison dans un premier temps, et aussi Esteban, c'est que Récompensé à Angoulême. Pardon? Récompensé à Angoulême. Oui, L'âge de raison récompensé à Angoulême. Donc ça a été un vrai choc. Bon, cette récompense a été un choc émotionnel, mais ça a été aussi un choc artistique avant. C'est que je me suis rendu compte en mettant des hommes préhistoriques qui se tapaient sur la tronche, j'étais en train de m'amuser. Puis quand j'ai fini les 60 pages, je me suis rendu compte que j'avais raconté ce qui s'était passé dans ma vie intime pendant un an. Et je me suis dit, c'est bizarre, c'est mon inconscient qui a parlé au-delà de moi sans même que je me rende compte. C'était assez bouleversant. Et surtout, j'avais un rapport du coup avec mon histoire que j'avais réussi à apprivoiser sans me rendre compte. Et donc dans Esteban, ça a été le moyen d'aller un peu plus loin et de projeter un personnage qui serait moi en rêve sur un navire, et puis d'aller à la découverte de ce personnage avec évidemment comme arme pour sa sensibilité. C'est-à-dire que c'est vraiment moi, c'est-à-dire que moi je me suis toujours senti un peu trop sensible dans un univers brutal, et Esteban c'est ce qu'il vit, et donc lui, l'idée c'est qu'il en fasse une force. Tout ça je ne savais pas au moment où je l'écrivais. Hein. Ouais, c'était inconscient. Et puis il y a tout l'inconscient qui a marché, et puis cet album, ces 2 premiers albums, je les ai écrits alors que se crée un journal dans mon atelier. Donc le premier album, c'est Esteban qui part à l'aventure, et c'est plein de souffle et tout ça, et j'étais vraiment imprégné, je pense, par l'ambiance qui m'environnait. Et le tome 2, c'est arrivé au moment où je l'écrivais, le journal s'arrêtait, et l'album se termine avec le bateau qui est pris dans les glaces. C'est vraiment l'histoire du journal, pratiquement transposée dans l'histoire de mon personnage. Avec, à la fin, le capitaine qui dit à Esteban, attends, nous deux on n'a pas fini, je te promets, on va continuer, on va s'en sortir. Et après, les années sont passées, puis moi j'ai continué avec Esteban, j'ai honoré la promesse que le capitaine a fait. Enfin, il y a tout un truc comme ça qui est complètement entremêlé entre mes émotions personnelles et les histoires que je raconte. C'est pour ça aussi qu'une histoire, quand je l'écris, elle représente le moment de l'écriture. C'est-à-dire que les histoires que j'ai aujourd'hui en tête, que j'écrirai peut-être dans 1 an, peut-être dans 5 ans, en fait, ce seront les histoires avec des émotions que j'aurai dans 5 ans, que je ne connais pas encore forcément. Même s'il y a un bagage actuel, des trucs que je vais transporter, et puis dans 5 ans, je ferai le tri en les écrivant de façon définitive. Et à ce moment-là, ce sera bien que la publication arrive tôt après l'écriture. Oui. Voilà, pour pouvoir qu'il y ait une espèce de fraîcheur ou de continuité logique dans la parution, quoi. Cette lecture est intéressante. Oui, je crois qu'ils ont besoin beaucoup de se rassurer. Et le dessin
qu'on peut évacuer des phrases, du hors-texte, du dialogue, au profit d'une séquence de dessin, je pense que c'est meilleur. Pour ça, il faut évidemment que les scénaristes éprouvent ces solutions, ces contre-solutions, et se rendent compte qu'effectivement, en tant qu'acteur, à ce moment-là, c'est possible, quoi. Et là, ils apprennent à dominer leur logorée au profit d'un travail beaucoup plus visuel, ramassé, synthétique, allant au cœur, assez même mental par moment, alors qu'il faut toujours lui mettre de la chair et de la sensibilité, de l'inconscient, certainement. Oui, on était en apprentissage et Fabien, il a gravi des échelons à une vitesse incroyable. Et puis c'est un binôme qui, à la fois dans l'amitié, Xavier et Fabien, et en plus dans la complémentarité, ils sont pas faits du même mois. Et ça a été évidemment, moi au milieu, un truc difficile, mais évidemment enrichissant. C'est un éditeur qui a servi d'intermédiaire, si je me trompe. Oui, c'est ça, ils avaient vendu leur histoire, et puis il y avait la proposition de Guy Vidal à l'époque qui m'a été faite, et j'ai considéré la chose, et c'était a priori une série assez légère, telle que c'était présenté, même assez parodique. Et je me suis dit, oh tiens, ça ressemble au scénario, parce que moi je me faisais des scénarios quand j'avais 14 ans, évidemment, comme des westerns, c'est bizarre, et que je mettais en image. Ça ressemble quand même au truc que je faisais quand j'étais ado, ça va être fastoche. C'est vraiment fou. J'ai perdu du poids. Et je me suis posé beaucoup de questions. J'ai essayé de trouver une technique en plus de couleur directe, comme si ça suffisait pas. Il fallait donner de la personnalité à un groupe, parce que c'est l'histoire d'un groupe, tout en explorant un univers intéressant. 1900, les États-Unis, la modernité arrive, bientôt les gratte-ciel, le téléphone, les ascenseurs, Faya, l'automobile, tout ça arrive dans un mouchoir de poche. Et donc on n'est pas vraiment dans l'ancien temps, pas dans une sorte de comète du western, on n'est pas encore complètement dans le début de peut-être une fois l'Amérique, on est entre les deux, moi j'ai appris beaucoup de choses du coup, obligé d'aller dans la bonne. Elle n'a jamais utilisé ce Derringer et maintenant il sort mon étagère. Donc la prochaine fois que je dessine un Derringer, vous pouvez être sûr qu'il va être soigné. Il ne faut pas se tromper parce que sinon c'est important. Non, c'est vrai. C'est comme si, je sais pas, dans les thrillers des années 30, on se gourait avec la taille des voitures ou qu'on mettait des bagnoles qui n'existent pas, alors que ça tient, enfin qu'il faut se poursuivre avec des sulfateuses de voiture en voiture, ou l'habillement sans doute des policiers, ou le Borsalino de l'époque, etc. Dans le western, évidemment, qu'on connaît toute cette collection d'artefacts qu'il faut arriver à dessiner. Et le plus représentatif, ça a été le souci qu'ont eu les Français concernant l'habillement des Indiens, notamment les Indiens des plaines, avec le travail d'un type comme Michel Blanc-Dumont, qui est allé chercher très profond dans l'esthétique et dans la signification de leur costume. Et là, c'est tout à fait imparable. Là, on y est, quoi. Merci beaucoup.